Adama Traoré, bonjour. Bonjour. Merci d'accorder votre temps pour cette interview au blog Olnecap. Alors, vous êtes très connu à Aulnay-sous-Bois et ailleurs, puisque depuis quelques années, on vous connaît notamment à travers du mouvement La Révolution est en marche. Est-ce que vous pourriez, pour nos lecteurs, nous décrire où est-ce que vous êtes né, d'où vous venez, quelle a été votre formation, votre parcours, jusqu'à votre arrivée donc, à la mairie d'Aulnay-sous-Bois en tant qu'employé, c'est-à-dire en 2008. Donc juste une petite synthèse. Je m'appelle Adama Traoré, je suis originaire des quartiers nord de la ville d'Aulnay-sous-Bois. J'ai fait toute ma scolarité dans les quartiers nord de la ville d'Aulnay-sous-Bois. J'ai fait tous mes premiers pas vers la citoyenneté dans les quartiers nord de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Et de là, on a créé un mouvement qui se nomme La Révolution est en marche. Le projet du mouvement La Révolution est en marche avait pour but de gommer les inégalités sociales qui pouvaient y avoir et qui y a encore à ce jour entre les quartiers nord et les quartiers sud, de prôner le savoir-vivre ensemble et le faire ensemble, c'est-à-dire que nous pouvons ne pas avoir les mêmes envies, mais nous avons le devoir de vivre ensemble, car nous habitons sur le même territoire. Et aussi, et pour nous c'est le fait le plus important, c'est vraiment, on va dire, un aspect philosophique, c'est que chaque personne, chaque être humain, sur le territoire national, il a une force en lui, qui est cadrée par la pyramide des normes, qui peut lui permettre à ce jour de faire valoir ses droits, de se faire entendre, mais surtout d'agir dans son environnement. Ce qui nous manque fortement dans les quartiers nord de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Donc c'est par rapport à tous ces faits, le fait que je suis né à Aulnay-sous-Bois, le fait que j'ai grandi à Aulnay-sous-Bois, le fait que je me suis émancipé à Aulnay-sous-Bois, pour après j'ai pu acheter une belle petite maison dans la limite des quartiers sud de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Et de là, j'ai eu cette réflexion de mettre en place des actions citoyennes, des actions civiques, des actions émancipateurs dans la ville d'Aulnay-sous-Bois. Alors, juste une remarque. En tout cas, moi, personnellement, je vous ai connu quand vous étiez employé à la mairie d'Aulnay-sous-Bois. Donc, si je me souviens bien, ça devait être en 2009. Vous étiez d'ailleurs, je crois, déguisé en Père Noël. Oui, c'est bien ça. Et donc, juste une question, parce qu'il y a des lecteurs qui se posent la question. Vous avez travaillé donc entre 2008 et 2014 sous l'ère, entre guillemets, Gérard Ségura, puis entre 2014, 2017, 2018 sous l'ère Bruno Béchiza. Au changement de municipalité, en tant que vous, employé à la mairie d'Aulnay-sous-Bois, est-ce que vous avez senti un changement d'ambiance ou un changement d'organisation? Est-ce que ça a été brutal? Est-ce que vous avez perçu quelque chose? Franchement, non. Franchement, non. C'est-à-dire que moi, comme vous l'avez bien expliqué, c'est que de 2008 à 2018, j'étais fonctionnaire au sein de la ville d'Aulnay-sous-Bois. J'étais responsable d'antenne jeunesse. J'ai fait un travail assez considérable, que ce soit dans le quartier des 3000, le quartier des 1000 et le quartier de Chanteloup, où j'ai eu plus de 60 animateurs sous ma charge, où j'ai eu énormément d'animateurs assez responsables. Donc, on a la preuve vivante que dans nos quartiers, dans nos cités, lorsqu'on donne les moyens nécessaires à une certaine catégorie de la population, ils peuvent s'inclure dans notre société. Malheureusement, comme vous l'avez si bien dit, rien n'a changé. C'est-à-dire que Ségura, pour moi, à titre personnel, il avait une politique exécrable, une politique qui n'allait pas dans le sens des souhaits des quartiers nord de la ville d'Aulnay-sous-Bois, notamment les plus défavorisés. Et M. Bruno Béchiza a été juste la continuité. Donc moi, lorsque je me suis réveillé, on va dire philosophiquement, désolé, afin de mettre en place le mouvement La Révolution est en marche, c'était du fait que j'étais responsable d'antenne jeunesse durant 10 ans. Et il n'y avait aucune évolution dans notre manière de fonctionner. Donc j'avais rédigé un projet qui s'appelait Be Alive, être vivant en français. L'idée c'était de créer une structure de culture urbaine basée sur plusieurs disciplines afin de ramener un cadre, ramener des perspectives d'avenir au quartier nord de la ville d'Aulnay-sous-Bois, notamment pour la jeunesse âgée de 18 à 25 ans. La mairie d'Aulnay-sous-Bois a refusé le projet. De là, ça m'a fait un tilt. Pour quel motif? Franchement, je ne pourrais pas le dire. J'ai rencontré à l'époque M. Touaria, qui était le directeur général adjoint, très à l'écoute. Je l'ai rencontré, je lui ai présenté le projet et tout, etc. Et depuis, j'ai plus eu de nouvelles. Et les différents chefs de service que j'ai pu avoir
au sein de la ville d'Aulnay-sous-Bois ont toujours essayé de faire bouger les choses, mais la volonté politique n'y était pas. Donc de là, j'étais en accident de travail. J'ai eu une réflexion personnelle en regardant la télé, en voyant mes enfants grandir, car quand on est parent, on a une autre vision de la vie que lorsqu'on n'est pas parent. Et de là, j'ai eu cette réflexion de me dire qu'est-ce que je peux laisser comme héritage à mes enfants. Je ne pense pas qu'une maison va leur être bénéfique. J'ai pensé plus mettre un projet politique afin de les protéger. Et de là, on a créé le mouvement La Révolution est en marche. Et on parle de révolution philosophique. Et ça nous tient à cœur. Mais dans votre fort intérieur, quand vous l'avez très bien dit dans votre genèse, c'est que vous avez eu une révélation philosophique et vous voulez changer les choses, pas seulement pour vos enfants, mais également pour ceux qui vous entourent et les Onaisiens et ailleurs d'ailleurs. Mais vous étiez fonctionnaire, vous aviez une poste tranquille, entre guillemets, vous aviez un chemin professionnel tout tracé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez? Jamais. Jamais. J'ai jamais été aussi heureux et libre. J'ai jamais été aussi riche dans le cœur et aussi pauvre dans les poches. Et pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Rien au monde. En termes d'instruction, en termes de vécu, et par rapport à la Révolution est en marche, comme vous le dites si bien depuis le début de l'entretien, j'ai visité, j'ai été invité en Angleterre, j'ai été invité en Hollande, j'ai été invité en Allemagne, j'ai été invité en Espagne, j'ai visité les 4 coins de la France. Encore ce week-end, j'étais dans le sud de la France où j'étais invité par des gilets jaunes. En termes d'instruction, aujourd'hui, je connais l'histoire de la France, je connais l'histoire de la République, je connais l'histoire de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud. En termes de compétences intellectuelles, jamais j'aurais eu autant d'appétence si j'aurais pas mis en place la Révolution est en marche. Donc, pour rien au monde, je reviendrai en arrière. J'ai même repris les études. J'ai un bac+3 en communication politique et publique en France et en Europe. J'ai écrit 2 livres. Je suis en train de faire un film, normalement, qui va sortir sur Netflix, on l'espère, en 2026. Non, pour rien au monde, je reviens en arrière. Alors, il y a un fait marquant dans votre parcours. Ce sont les élections législatives 2017. On est entre le premier ou deuxième tour, je ne me souviens plus très bien, mais vous êtes rendu à côté d'un bureau de vote, selon les propos tenus par certaines personnes. Et apparemment, donc c'est un adjoint ou conseiller, en tout cas de la majorité, Mathieu Tellier, a affirmé que vous auriez tenu des propos déplacés vis-à-vis du maire Bruno Béchiza. Est-ce que vous réfutez toujours ces allégations? Je les réfute tellement qu'au final, avec l'expérience que j'ai pu acquérir durant toutes ces années, c'est qu'on me juge par rapport à ce que l'on pense que je peux être, mais rarement par rapport à ce que je fais concrètement sur le terrain. C'est-à-dire que, malheureusement, avec le discours ambiant qu'on peut avoir à ce jour, très bien représenté par CNews, qu'un jeune de quartier, ayant des origines étrangères comme étiqueté par le régime républicain, forcément, lorsqu'on va parler ou on va être énervé, on peut être menaçant, violent et tout ce qui s'ensuit. Et j'ai été victime de cela par la ville d'Aulnay-sous-Bois encore à ce jour, et ça me fait mal. Ça me fait mal car j'ai bientôt 40 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants, je suis une personne responsable. Me dire qu'un élu de la République, qui doit représenter l'ensemble des Aulnaysiens, se permet de dire des fausses allégations, qui n'assume même pas. C'est-à-dire qu'il s'appuie sur un agent territorial. Un agent territorial, désolé. Et bien moi, ça me fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur car aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, c'est moi qui ai assis M. Bruno Béchiza. C'est moi qui mène énormément d'actions judiciaires à l'endroit de nombreux d'actions qui ont été menées par la ville d'Aulnay-sous-Bois au détriment des personnes les plus défavorisées de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Et cela, on doit tous se l'interdire. On doit s'interdire que des élus de la République se jouent de leur statut afin de porter des fausses allégations à l'endroit d'une personne et qu'au final j'ai été révoqué de la fonction publique. Car au final c'est ça qu'il faut retenir. Je suis marié, j'ai 3 enfants, j'ai été révoqué de la fonction publique avec 0 €. Et que moi, heureusement, j'ai une femme en or. Heureusement, moi j'ai une femme qui me connaît depuis plus de 20 ans je suis marié et qui sait qui je suis. Elle connaît mes valeurs, elle connaît mes principes. Car à ma place, nombre d'Aulnaysiens se sont tout simplement suicidés. Car lorsque vous avez des élus qui vous salissent, lorsque vous avez Bruno Béchiza, lors des élections de 2020, qui se permet carrément de faire une lettre ouverte à l'ensemble des Aulnaysiens, me qualifiant presque de pouvoir mettre en place une manifestation pour une personne qui a tué 4 policiers. Annoncé
qui va porter plainte contre le magazine, contre le journal Le Parisien. Et depuis, Le Parisien ne fait plus d'articles sur nos actions. Mais moi, ça me fait mal. Ça me fait mal pour la démocratie. Ça me fait mal pour ma ville. Car une ville où il n'y a pas de principe de contradictoire, où il n'y a pas une réelle opposition, c'est une ville morte. Et Aulnay-sous-Bois, je défie quiconque de me dire le contraire, c'est une ville morte. Alors justement, vous évoquez les sujets sur M. Harpon, je pense. Oui, c'est bien ça. Mais il y a deux actes qui me viennent à l'esprit et vous avez eu des contradicteurs tant à gauche qu'à droite. Premier acte, alors ce qui me vient à l'esprit, c'est ce qui semblait être votre apogée, mais vous continuez de progresser, donc ce n'est pas l'apogée, c'est quand vous êtes venu, vous avez débarqué avec vos partisans au conseil municipal, suite à votre révocation, coupant le conseil municipal, enfin l'interrompant pendant plus de 30 minutes, et vous avez pu, donc c'est filmé, on l'a même relié, vous avez pu vous expliquer au travers d'échanges parfois houleux avec M. Tellier, avec Bruno Béchiza, avec Séverine Maroun et autres, donc première adjointe Séverine Maroun. Et ensuite, suite à cette vidéo, vous avez fait une autre vidéo où vous menaciez, entre guillemets, de brûler la mairie, de peut-être vous en prendre physiquement à Bruno Béchiza, ce qui a abouti à une interpellation musclée chez vous, devant vos enfants, si je me souviens bien. Est-ce que vous regrettez ces propos par rapport à... est-ce que c'était dans le champ de l'action, dans la suite de l'action, vous êtes laissé emporter, ou est-ce que vous êtes mal exprimé? Comment vous pouvez expliquer ça? Je regrette plus la situation, car aujourd'hui, il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est qu'en tant qu'Aulnaysien, des quartiers nord, j'ai émis le souhait d'essayer d'accompagner au mieux les personnes qui nous sollicitent. À l'époque, on avait été sollicité par rapport à la mise en place du marché, sans concertation. Au lieu de commencer à 6 h du matin, il commençait à 3 h du matin. Réveiller les riverains qui travaillaient très dur afin de subvenir aux besoins de leur famille. On avait été contacté par nombre d'administrés des quartiers nord, nous mettant en exergue que la police municipale avait des agissements très délictueux, et j'ai pu le vivre récemment. On nous avait aussi contacté par rapport à l'affaire de Théodore Louaka, un jeune homme qui avait été agressé par 5 policiers en activité. Les assises arrivent bientôt, donc s'il y a assises, c'est qu'il y a effet probant. On a été contacté dans les quartiers sud. Oui, les assises arrivent, monsieur. Il y a bientôt les assises pour l'affaire de Théodore Louaka. Les policiers ils ont été renvoyés à la cour d'assises. On a été contacté aussi dans les quartiers sud de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Je me rappelais que des révolutionnaires des quartiers sud de la ville d'Aulnay-sous-Bois nous avaient contactés par rapport à la piscine qu'on a détruite, ou du moins on a détruit un patrimoine de notre ville, en sachant que la piscine n'avait que des travaux à hauteur de 200 000 €. Au final, on a fait une piscine à plus de 70 millions d'euros, incroyable mais vrai, avec l'argent du contribuable. Donc aujourd'hui, j'ai été victime d'un autoritarisme mené par le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois qui a amené à cette situation. C'est-à-dire que j'ai été révoqué de la fonction publique. Lorsqu'on est parti au conseil municipal, je ne suis pas venu avec mes partisans, non. Je suis venu, on est allé au conseil municipal, on a fait un appel, et toutes les personnes qui sont venues, c'est les personnes qui avaient des griefs à l'endroit du maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Ce n'est juste pas la même chose. C'est vrai. C'est très important de remettre dans son contexte. Entre le conseil municipal qui s'est déroulé le 7 mars 2018 exactement, et entre le conseil municipal suivant qui était le 4 avril 2018, entre-temps, le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois m'a, à travers le directeur de la société Mandon, qui gère les marchés, m'ont convoqué sur les Champs-Élysées, monsieur. Donc si j'aurais été aussi méchant que vous dites, si j'aurais été aussi menaçant que vous dites, vous pensez qu'ils m'auraient donné un rendez-vous sur les Champs-Élysées afin de négocier? Et j'ai refusé. Car la dignité ne s'achète pas. Les convictions ne se vendent pas. Car, vous voyez dans le cadre de vie que je vis, je n'ai jamais eu de problème financier. J'ai vécu une vie de footballeur. J'ai eu une vie très agréable, une jeunesse très agréable. Et j'en remercierai jamais notre territoire national de m'avoir permis de pouvoir vivre cette vie-là. Donc le problème n'est pas de cet ordre. C'est que lorsque je quitte de cette réunion sur les Champs-Élysées, je décline leur proposition. Qui était ils voulaient que je crée une société qui m'aurait accompagné à créer.
ils me redonnaient des subventions afin que je puisse noter des projets dans les quartiers nord de la ville d'Aulnay-sous-Bois pour la jeunesse. Et pourquoi vous avez refusé? Car je venais d'être évoqué sur des faits fallacieux. J'avais été diabolisé dans les quatre coins du territoire de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Et surtout, c'est que lorsque je remonte les problématiques, c'est pas pour moi. Et en quoi c'était incompatible avec le fait que vous puissiez créer une société à laquelle il pourrait verser des subventions? C'était peut-être pas incompatible? Car heureusement, en France, en tant que fonctionnaire, on a des droits. Lorsque on est en conflit intellectuel avec la mairie d'Aulnay-sous-Bois de janvier 2017 à septembre 2017, ça se finalise avec une réunion avec M. Bruno Béchiza et M. Palomo dans leur bureau, où on se met d'accord sur le fait que je vais avoir un départ volontaire pour une somme de 48 000 euros. 48 000 euros bruts, si je ne me trompe pas, ou 45 000 euros bruts. C'est 2 ans de travail qui est juste réglementaire, c'est-à-dire lorsqu'on fait un départ volontaire, on a droit soit à 12 mois, soit à 24 mois, bref. Et ils m'ont donné mes 48 mois, je pense que c'était un truc de ce type-là. Je pars comme un accord, on est d'accord, je pars, ils partent, je dois recevoir la lettre du départ volontaire et je ne reçois rien. Au final, je reçois une lettre de révocation, madame. Ah oui. Et au final, après qu'on s'est organisé à aller au conseil municipal, je suis convoqué sur les Champs-Élysées afin de créer une société, en gros, du clientélisme. C'était pas une perche tendue, le fait de vous inciter à créer une société pour qu'ils puissent vous verser des subventions, c'était une autre forme? Ils auraient pu juste revenir sur leur décision. Ils auraient pu juste dû avoir un maximum de recul et me permettre de partir comme tout Français à part entière, c'est-à-dire mon départ volontaire. On est en France. Aujourd'hui, moi, je ne trouve pas normal qu'une personne comme la mienne puisse remonter des problématiques à la demande de la majorité silencieuse et qui finissent révoquées. Madame, en France, notamment dans la ville d'Aulnay-sous-Bois, je suis le seul à avoir été révoqué. Vous connaissez une personne qui a été révoquée? C'est très grave, madame. Oui. C'est très, très, très grave. Oui, oui. C'est-à-dire, indirectement, on est plus interpellé, on regarde plus sur ce qu'on va nous proposer, mais pas sur ce qu'on a perdu. Là, on a perdu le droit. Et là, on me propose de l'argent. Et à titre personnel, je suis tellement amoureux du droit que l'argent ne pourra jamais annihiler le droit. Impossible, madame, par rapport à mes convictions révolutionnaires. Vous ne vouliez pas être acheté? Je dirais pas acheter, car moi je pense que dans la posture du maire, c'était pas de m'acheter, c'était d'acheter la paix. C'est pas la même chose. Oui. Voilà, c'était pas de m'acheter, car ils savent très bien, ceux qui me connaissent, que Adama il est inachetable. Comme je vous ai expliqué, j'ai un vécu qui fait que financièrement parlant, il n'y a aucun être humain de ce bas monde qui peut m'acheter, madame. Ça, c'est une certitude. Et eux-mêmes le savent. Car ça fait déjà longtemps qu'ils m'ont renvoyé leurs sbires afin de se trouver une solution comme ils font avec tout le monde, dans tous les quartiers. Mais aujourd'hui, ils ont bien compris que moi, ça dépasse le volet pécunier ou le volet avoir une place en mairie. Non, je ne suis pas du tout dans cet état de fait ou optique. Non, moi, l'idée, c'est vraiment que chaque Aulnaysien puisse se dire que il peut être protégé par la municipalité, qu'il doit être accompagné par la municipalité lorsqu'il rencontre des problématiques diverses et variées, que chaque Aulnaysien a le droit de critiquer la politique qui est mise en place, qu'il soit fonctionnaire ou non, car moi je ne vois pas cette différence à titre personnel, et heureusement même le bloc constitutionnel ne voit pas cette différence, mais surtout que le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, c'est pas normal tout le mal qu'il m'a fait. Madame, ils m'ont révoqué de la fonction publique. Ils m'ont diabolisé à travers les canaux médiatiques. Le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, une semaine avant que les policiers viennent chez moi, madame, plus de 30 policiers cagoulés armés. On a des gens partout, nous. On connaît chacun, j'ai un vrai carnet d'adresses. Il allait tous les jours à la préfecture afin de faire des injonctions au préfet pour m'envoyer les policiers chez moi. C'était plus pour faire passer un message que réellement se protéger. Lors des élections municipales de 2020, madame, il fait une lettre ouverte à tous les Aulnaysiens, madame. À tous les Aulnaysiens. Non, ils sont allés trop loin. Et justement, sur ce fait-là, sur cette lettre, je crois que c'est Michael Harpon. Hein, oui, c'est pas par affaire de Michael Harpon. Ouais, on ne va pas revenir sur l'acte qui à la préfecture qui a causé la mort de 4 policiers. Oui. Vous avez suite, alors c'est un Aulnaysien, vous l'avez apparemment connu, en tout cas c'était Michael Harpon. Ah non, mais c'est même pas ça, c'est que par rapport aux diverses activités que nous menons au sein du mouvement La Révolution est en marche,
On accompagne les personnes en situation de handicap par rapport à la loi de février 2005, notamment les personnes sourdes et malentendantes. De là, on a mené plusieurs activités qui ont fait notre renommée à l'endroit de la communauté sourde et malentendante. Michael Harpon était lui-même sourd et malentendant, et c'est une communauté qui sont très solidaires par rapport à les problématiques qu'ils subissent dans la vie du quotidien, notamment dans le monde du travail. Car Michael Harpon, depuis de nombreuses années, expliquait à ses proches qu'il était brimé au travail, qu'il vivait des discriminations, et était même surnommé Bernardo, en référence au sourd et malentendant dans le film de Zorro. Lorsqu'il y a eu ce drame atroce, et sur cette interview, je vais être clair, le mouvement de la Révolution est en marché, ma personne, on condamne dans tout point de vue l'acte qu'a commis Michael Harpon, qui est juste impardonnable. On a eu le contact de ses proches, nous signifiant comme quoi Michael Harpon a été victime de discrimination, il a pété les plombs, c'était un policier en colère qui a tué 4 de ses collègues. De là, nous, le mouvement de la Révolution est en marche. Lorsqu'on accompagne des personnes qui nous sollicitent, on n'agit que à travers des documents, que à travers le droit. Et je pense que vous l'avez pu constater par rapport aux diverses mails que j'envoie, que je vous adresse en copie. Voilà. Donc, la sœur de Michael Harpon, une policière, est venue où vous êtes, chez moi, dans ma maison. La policière en question de la préfecture de police de Paris, qui était elle-même sourde et malentendante, elle nous explique que tout le déroulé qui a amené Michael Harpon à commettre ces actes impardonnables. De là, on a juste remonté ces informations. Ensuite, l'aisance oratoire que j'ai aujourd'hui et il y a 3 ans, je n'avais pas la même aisance oratoire. Et c'est ça qui a fait que la droite identitaire ont instrumentalisé l'une de mes vidéos et ils m'ont fait passer pour une personne que je ne suis pas. Alors, il y a la droite identitaire, c'est vrai, mais il y a également l'extrême gauche. Enfin, on va dire oui, c'est vrai. Il y a un bloc d'extrême gauche. Même dans la ville d'Aulnay-sous-Bois, ça soit dans les quartiers sud de la ville d'Aulnay-sous-Bois, j'ai une pensée exemple Hervé Souedo. Lui, carrément, il a fait un communiqué sur le Parisien, me dépeignant d'une personne. Même moi, lorsque je suis sorti, la première chose que j'ai faite, je l'ai contacté. Lui, il était encore comme étudiant à quoi, Hervé? Donc ça veut dire que c'est l'extrême droite, certes, et l'extrême gauche qui se sont unis derrière votre démarche, on va dire. Et d'ailleurs, il y a une synthèse, vous avez également votre propre fiche Wikipédia, qui est décrit qui décrit la situation, le déroulé. Donc, en fait, c'est plus sur la forme où vous dites que vous êtes trompé, pas sur le fond, mais sur la forme, où vous avez peut-être communiqué, vous avez voulu faire ici une sorte de marche, je crois, vous avez contacté, ça a été annulé à la dernière minute, je crois. Non, ça n'a pas été ça. En fait, il faut comprendre que tout est parti d'une de mes vidéos où j'ai été très vindicatif, où j'ai dit les choses comme parfois je peux le faire, avec une franchise brute. La droite identitaire a récupéré une vidéo de 1 heure, on a fait 3 minutes. Cette vidéo a été partagée par nombre de politiques du parti de Béchiza, que moi je qualifie de droite identitaire. De là, comme vous le dites si bien, ça a été récupéré par des groupes politiques d'extrême gauche, notamment la France Insoumise qui a carrément fait un communiqué sur leur site internet. Et bien de là, il y a un emballement politico-médiatique qui a fait que j'ai été la risée de toute l'élite républicaine. Et ça, aujourd'hui, je le prends avec un maximum de recul, car ça fait partie de mon expérience. Ça amène à ce qu'on doit... Des personnes comme moi, des révolutionnaires comme je me qualifie, on doit faire vraiment attention lorsqu'on s'exprime à travers des vidéos. Car là, je fais une interview avec vous. Je ne sais pas combien de temps va durer, mais une personne peut en prendre que 2 minutes, en faire un montage et me prêter des idées que je n'ai pas. Tout à fait. Alors, il y a aussi un point important, parce qu'on parle d'extrême gauche, d'extrême droite. On va avancer un peu dans votre histoire, notamment à Aulnay-sous-Bois. On approche 2020. 2020, élection municipale. Pour nos Béchiza archi favoris, il y a l'extrême gauche avec VME qui font une liste. Il y a, on va dire, Benjamin Jamy, que vous connaissez, qui monte une liste plutôt macroniste, on va dire ça. Ce qu'on a constaté, un peu avant l'élection, le premier tour de l'élection municipale, c'est que vous aviez signé une sorte de... pas signé d'ailleurs, un pacte de non-agression. Un pacte de non-agression avec Béchiza.
Vous avez attaqué ouvertement Benjamin Giamy, qui était candidat pour battre Béchiza sous l'étiquette Macron. Et l'extrême gauche, que je ne citerai pas la personne, parce que ce serait lui porter trop d'honneur, a dit que vous avez été acheté par Béchiza. Qu'est-ce que vous répondez à ça? On a tellement été acheté que nous sommes le seul mouvement politique de cette ville qui a réussi à mettre en avant les faits que nous jugeons délictueux de Nagui Ben Larbi, en pleine élection municipale, où il y a un article qui a été sorti qui a fait trembler toute la ville. C'est ça ma réponse. Oui. Moi, je veux qu'on me jauge ou qu'on me juge sur mes actes, et uniquement sur mes actes. Ça, c'est de la politique politicienne que les Onaisiens en ont marre. Les Onaisiens, ils veulent avoir des personnes, lorsqu'ils prennent un mandat, ou lorsqu'ils se disent vouloir agir au sein de la cité, c'est-à-dire dans la ville d'Aulnay-sous-Bois, qu'ils soient dans le factuel et dans les actes, et très pragmatique. C'est pour ça qu'on souhaitait vraiment vous poser la question, parce que l'extrême gauche vous attaquait là-dessus, et on voulait clarifier la situation. Alors par contre, ce qu'on a quand même, parce que je suis votre fil Facebook qui est très intéressant. Merci, c'est gentil. Il y a un moment où vous êtes, pas rapproché, ce ne serait pas le bon terme, mais vous avez tenté de négocier quelque chose peut-être de constructif. Vous avez même rencontré M. Palomo, qui est le DGS, le directeur général des services, voilà, exactement, de la ville de Aulnay-sous-Bois. Donc il y a un moment, on s'est dit, finalement, d'un conflit avec l'exécutif municipal, vous allez peut-être faire quelque chose à côté, pas forcément du même bord politique, mais on s'était dit, tiens, finalement, Adama Traoré va construire quelque chose de plus associatif et de moins politique. Et d'un seul coup, on a vu, ça c'est mon analyse, ce qui a explosé cette initiative, c'est un article qui est paru sur Valeurs Actuelles. Est-ce que vous confirmez? Eh bien, tout ce que vous dites, c'est vrai. Mais je vais apporter une petite nuance, c'est qu'on n'a jamais fait de politique, car on n'a jamais eu d'écharpe. On n'a jamais été dans l'opposition, on va dire, officielle. On n'a jamais dénoncé une politique qui a été mise en place par le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Et je vous invite à me dire quel projet qu'on a mis où on s'est farouchement opposé. Jamais. Nous faisons de la politique sociale. Nous réinventons le socialisme. C'est-à-dire que nous œuvrons à la demande des administrés, des quartiers sud comme des quartiers nord. Et lorsqu'on remonte des problématiques, vu qu'il n'y a pas de réponse de l'administration de la ville d'Aulnay-sous-Bois, qui doit être portée, dirigée par les politiques, ça nous ramène dans des conflits intellectuels. Et uniquement intellectuels. Le mouvement La Révolution est en marche, à ce jour, au sein de la ville d'Aulnay-sous-Bois, n'a jamais fait de politique. Jamais. Et je défie quiconque de me dire le contraire. Aller à des élections municipales ne fait pas de la personne une personne politique. Car une personne politique, c'est une personne qui agit avec un mandat. Mais c'est important parce que malheureusement, vu que beaucoup de personnes œuvrent dans le monde politique, mais sans connaître l'essence et l'existence de la sémantique, ne serait-ce politique, eh bien ça ramène à ce que des personnes, lorsque moi je vais porter des problématiques à la demande des Aulnaysiens, à l'endroit de la municipalité aujourd'hui qui est portée par le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, forcément, Adama essaie de vouloir travailler avec la politique qui est en place de Bruno Béchiza. C'est que j'ai des Aulnaysiens qui me contactent sur des sujets divers et variés. Et la chance que nous avons, vous et moi, c'est que vous êtes en copie de tous les mails que j'adresse au maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Vous recevez, je pense, ça tous les jours. Donc voilà. Et pour autant, vous voyez très bien que dans les mails, je suis très dur. Oui, mais pour autant, je les sollicite. Car moi, je ne mélange pas ma personne, ce que je peux penser du maire et de sa majorité, et les demandes des personnes qui nous sollicitent. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, à Aulnay-sous-Bois, c'est ce qu'on manque. C'est que tous les bords politiques, soi-disant d'opposition, ils font de la politique politicienne avec les problématiques des Aulnaysiens. Et nous, ça, on va le changer en 2026. Car quand je vous l'ai dit au début de l'entretien, et maintenant je vous le répète, je suis candidat pour les municipales de 2026. Et vous verrez que la ville d'Aulnay-sous-Bois, on va la récupérer. C'est une certitude. Quand on va la récupérer, c'est nous la majorité silencieuse. Les habitants qui en ont marre d'avoir une municipalité qui profite uniquement à des personnes qui veulent avoir, qui veulent s'accaparer un pouvoir qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'une municipalité a pour but et seule vocation d'accompagner les plus défavorisés et les moins défavorisés à vivre dignement au sein de leur territoire, en termes de voirie. Alors, j'ai quand même une question. Et je peux faire la liste, elle est longue. Mais c'est important aussi qu'à un moment donné, on parle aussi des vraies choses. Alors, juste avant de venir donc, à votre projet de 2026,
quelque chose en fait qui, en tout cas, moi, qui m'a interpellé et ce qui a entamé vos différentes actions judiciaires vis-à-vis de M. Béchiza et de certains de ses adjoints, c'est l'ambiguïté. En fait, sur Valeurs Actuelles, donc, il a écrit un article qui en est apparemment vous diffame, parce qu'il, selon vous, un mélange des propos et fait des raccourcis qui vous met en porte-à-faux. Vous portez, en fait, vous l'attaquez en justice pour diffamation. En conseil municipal, il fait voter une délibération. Non pas, alors c'est telle qu'elle est présentée, hein, non pas pour se défendre de votre attaque en diffamation, mais pour se défendre en vous qualifiant de quelqu'un dangereux. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous entendez ça? Parce que moi-même, qui regarde ça de loin, je me dis c'est un peu une façon sournoise de vous déstabiliser. Mais monsieur, vous avez tout résumé. Vous avez tout résumé. Et si vous l'avez compris, ben croyez-moi, nombre d'Annésiens l'ont compris. Et bien ça me fait plaisir. Car c'est ça qui fait du mal à la chose politique. Les Annésiens en ont marre de ça. Les Annésiens, ils en ont marre que des chefs politiques, car c'est comme ça on les qualifie dans le régime républicain, se jouent des administrations à des fins personnelles et à faire de la politique politicienne. Car, comme vous l'avez si bien dit, le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois m'a diffamé de propos très graves dans Valeurs Actuelles. C'est pas des sous-entendus. C'est que Valeurs Actuelles a fait un article sur Valérie Pécresse par rapport aux élections présidentielles de 2022. À aucun moment, dans l'article de Valeurs Actuelles, concernant Valérie Pécresse, il parle de ma personne. À aucun moment. Monsieur Bruno Béchiza fait une lettre ouverte au nom des Annésiens. Et tout un paragraphe, il parle de ma personne. Alors qu'à aucun moment on parle de moi. Comme si il a fait de moi un exemple de la lutte contre l'islamisme. C'est très grave. C'est très grave, car aujourd'hui, lorsque on qualifie une personne d'islamiste, avec tout ce qu'on peut mettre dans ce grand chapeau qui est un fourre-tout, et bien moi ça me fait mal. Alors justement, il y a aussi... Attendez, c'est important, juste pour finir, comme c'est important. Avant cet article de Béchiza sur Valeurs Actuelles, en amont, il avait fait une publication Twitter où il avait tenu à peu près les mêmes propos par rapport à un conflit qu'il avait avec Jordan Bardella sur Twitter. Exact, oui. On m'a envoyé le tweet, je lui ai envoyé, car moi j'ai toujours été en contact avec M. Maire. C'est-à-dire, moi j'ai jamais coupé la conversation avec M. Maire. C'est-à-dire, quand il y a une chose qui ne me plaisait pas, je lui ai envoyé directement sur WhatsApp et il faisait le nécessaire. Et bien j'ai fait ainsi. C'est-à-dire que j'ai pris la publication Twitter, je lui ai adressé, lui faisant état du fait que je suis très en colère, car il colporte des propos qui étaient lui-même fausses, et de là il a effacé le tweet. Donc M. Bruno Béchiza, il sait très bien la position que j'ai envers lui. J'ai jamais été méchant envers lui, j'ai jamais été menaçant envers lui, j'ai jamais été menaçant envers ses collaborateurs. J'ai toujours été démocrate. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être d'accord, mais allons sur le terrain des idées. Mais non pas sur le terrain de la violence verbale, de la violence physique, des insultes, du mépris. Et, juste pour finir, lorsque on a fait toutes ces diligences par rapport à toute la diffamation que M. Bruno Béchiza a pu faire à mon endroit, le jugement va se dérouler le 29 juin 2023. Donc moi je suis sûr et certain qu'il sera condamné. Car il a dit les propos. Le 14 décembre, il y a le conseil municipal de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Récemment, là, 14 décembre 2022, je me rends au conseil municipal, seul, drapeau bleu blanc rouge autour du cou, afin de jouir de mes droits civiques, c'est-à-dire participer au conseil municipal. Et vous êtes interdit d'entrer, si j'ai bien compris. Mais c'est pas interdit. En face de moi, j'ai une milice. J'ai une milice qui est portée par le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, qui se mettent en face de moi, qui me disent « Monsieur Traoré, vous ne pouvez pas rentrer par rapport à votre passif, entre guillemets, politique et associatif. » Je me permets de leur réexpliquer leurs prérogatives. Je leur dis, vous n'êtes pas une police d'investigation, vous êtes une police administrative. Est-ce que vous avez un arrêté municipal, préfectoral, ou un document écrit motivant le fait que je ne peux pas pénétrer au conseil municipal? Ils me disent, non, on a des ordres. Monsieur, on connaît ça que dans les pays totalitaires, que dans les régimes totalitaires. En France, ça n'existe pas que le maire d'une ville puisse instrumentaliser sa sécurité intérieure à des fins répressives, surtout à l'endroit d'un opposant.
comme eux me qualifient politique, mais surtout qu'aller au conseil municipal, car comme vous l'avez si bien dit, il y avait la votation d'une protection fonctionnelle par rapport à l'assignation qui va amener le jugement du 29 juin 2023. Monsieur, s'il vous plaît. Alors par contre, on va encore avancer jusqu'à 2026, mais par rapport à tout ça, donc moi, ce que je constate d'extérieur, c'est que vous avez une pression morale, une pression politique, une pression financière. Une pression financière, mais bon, je ne sais pas ce que... Alors je ne vais surtout pas de rapprochement avec d'autres villes, mais il y a des villes où il y a eu des dérives, donc je ne qualifierai pas le nom. Est-ce que vous n'avez pas peur pour votre vie et votre sécurité? Tous les jours, surtout ma femme. Car Bruno Bechiza et toute sa clique, car moi je les considère ainsi, car pour moi ils n'ont pas la posture d'élu de la République, car moi-même, qui n'ai pas républicain, mais par contre, je connais quand même les prérogatives, l'essence et l'existence du régime républicain. Donc pour moi, Bechiza et sa clique, ils ont oublié que je suis marié, j'ai 3 enfants. Lorsque moi je vais en garde à vue, c'est ma femme et mes enfants qui vont en garde à vue avec moi. Ma fille, elle a que 12 ans, j'ai une autre fille qui a 8 ans, j'ai une autre fille qui a 6 ans. Vous leur dites garde à vue, ils savent c'est quoi. Vous dites police, ils savent c'est quoi. Car mes enfants, ils ont déjà vécu une perquisition par rapport aux actions citoyennes que mène leur papa. Et moi, c'est ça qui me fait mal. Ça qui me fait mal. Et malgré tout ça, ma fille, je l'ai laissée participer au conseil municipal des enfants. Car moi, je ne mélange pas ma personne, le ressentiment que je peux avoir envers le maire, et l'instrumentalisation de ma fille, ou dire ah non, le maire il est méchant, tu vas pas là-bas et tout, etc. Mais outre vos enfants, est-ce que vous n'avez pas peur, en vous promenant dans un quartier, de vous faire agresser par des personnes cagoulées? Alors je dis pas que... Bien sûr, bien sûr. Mais c'est arrivé dans d'autres villes. Il y a même eu des assassinats dans d'autres villes. C'est rare en France, mais il y en a eu. En tout cas, il y a eu des choses pas claires, on va dire. Ça ne vous fait pas peur, vous ne dites pas, je suis père de 3 enfants, j'ai envie d'arrêter parce que j'ai peur pour ma vie? J'aime trop mon pays, j'aime trop la France. J'ai la chance de connaître l'essence et l'existence de cette belle nation. La France, elle a toujours été en avant-garde des avancées humanistes, malgré tout ce qu'on veut lui faire porter. Et moi, je crois à la pyramide des normes. Surtout, je crois en la valeur humaine. Car on aime bien regarder, comme vous dites si bien, des faits divers dans certains quartiers, dans certains territoires qu'on a pu vivre dans 91 à Corbeil-Essonnes, pour citer que cette ville. Oui, bien sûr, ça existe. Mais moi, j'ai envie de m'arrêter sur les bienfaits qu'il peut y avoir, des actions menées telles que moi je les mène. C'est-à-dire que dans les 4 coins de la France, voire même dans les 4 coins du monde, il y a des personnes, femmes comme hommes, se sont réveillées un jour, disant qu'encore voilà, on va essayer de faire avancer notre pays, avancer notre nation, faire avancer les personnes les plus défavorisées, et il y a eu des résultats considérables. Et moi, je m'arrête sur ces personnes-là. Et ensuite, s'il doit m'arriver quelque chose de physique, car ça m'est déjà arrivé, ne serait-ce que quand je vais le 14 décembre pour aller au conseil municipal de la ville d'Aulnay-sous-Bois, j'ai fini avec 5 jours d'IDT, j'ai mal à l'épaule, alors que je vous parle, je suis touché psychologiquement. Pour moi, c'est 2 fois plus violent qu'on me tire dessus. Car jamais dans ma vie, je me serais dit, aller à un conseil municipal, j'allais finir en garde à vue. Jamais. Jamais. J'aurais pu penser à tout, mais sauf finir en garde à vue. Donc aujourd'hui, ce que vous dites, je le vis. D'accord. Alors, avançons maintenant jusqu'en 2026. Donc, vous allez bâtir un programme, vous allez vous entourer de personnes, donc une équipe, pour proposer une alternative à la vision de Bruno Bechiza. Aujourd'hui, en tout cas moi d'extérieur, ce que je constate, c'est que il n'y a plus vraiment d'opposition. La gauche, elle est en déliquescence, elle ne sait pas où elle va, elle se radicalise sur des choses. Alors ça, c'est aussi mon point de vue sur tout ce qui est transgenre, cisgenre, LGBT, etc. Ça se radicalise, c'est ce qu'on appelle le mouvement wokiste, ce qui fait peur à une partie de la gauche d'ailleurs, des gens de gauche qui ne se retrouvent plus dans ce radicalisme. Et vous avez donc un mouvement pro-Macron, dont la plupart des conseillers ne se rendent même plus au conseil municipal. Donc ça veut dire que Bechiza n'a plus du tout d'opposition. Donc vous allez vous présenter comme une alternative crédible à Bruno Bechiza. Mais si vous deviez dire aux Aulnaysiens 3 projets majeurs que vous souhaiteriez mener à partir de 2026, quelles seraient-elles? Déjà, le premier projet pour moi qui est le plus important, c'est retenir sa place à la municipalité.
la municipalité doit être le nombril de la ville d'Aulnay-sous-Bois. C'est-à-dire que chaque Aulnaysien qui rencontre une problématique face à une institution, face à un agent territorial, peu importe, normalement, devra aller à la municipalité et la chose politique pourra le recevoir afin de l'accompagner comme il se doit. La deuxième chose, c'est vraiment casser cette frontière entre les quartiers sud et les quartiers nord. Vous ne savez même pas le mal que ça fait à notre ville. C'est incroyable. Et en sachant qu'il va y avoir un troisième quartier qui va être créé sur la place de l'ancien PSA. Donc aujourd'hui, on a un devoir, voire un devoir historique, pour moi à titre personnel, c'est vraiment d'unir la ville d'Aulnay-sous-Bois. On est la 50e ville de France, 4e ville du département. Nous sommes une ville verte. Nous avons un budget de plus de 200 millions d'euros par an. Nous avons le devoir d'en faire quelque chose de viable et d'historique, c'est-à-dire unir la ville d'Aulnay-sous-Bois. Et la troisième chose, c'est de faire un vrai travail de fond pour ramener le sentiment de sécurité en France. Non, dans notre ville. Pas le sentiment d'insécurité, le sentiment de sécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir une police municipale qui est quand même assez bien étoffée en termes de personnel. On a la chance d'avoir quand même un budget assez conséquent qui peut nous permettre d'avoir une réelle vision de comment on veut assurer la sécurité au sein de notre territoire. Eh bien, qu'on se mette au travail. Et pour finir, pour moi, le plus important, c'est toujours aussi donner les outils à la population de pouvoir régir la vie de la cité. Car nous, comme vous avez si bien dit, on veut être une alternative. On ne veut pas reproduire ce qu'on a subi pendant de nombreuses années sous la direction de M. Bruno Béchiza, mais pas que, de Séguéra aussi. Nous, on veut vraiment avoir cette prétention de se dire que les Aulnaysiens sont très intelligents, les Aulnaysiens, ils savent ce qu'ils veulent, les Aulnaysiens connaissent la chose politique. Ils ont juste besoin d'avoir les outils afin de pouvoir agir autour de leur environnement. Alors, une question par rapport à tout ce que vous dites, et c'est récurrent en fait sur le blog ONECAP. On a des personnes qui se plaignent de la destruction d'une partie des zones pavillonnaires pour construire des immeubles, alors des immeubles standing principalement dans le sud, avec un prix au mètre carré important. Ils ont raison. Vous souhaiteriez vous protéger ces zones pavillonnaires? Ah oui, sûr et certain, 130 000%. Pourquoi? Déjà, j'ai la chance d'habiter en pavillon, donc je sais c'est quoi la tranquillité d'avoir son chez-soi, d'avoir travaillé dur pour avoir son petit pavillon, avoir cette forme d'isolation, quoi. Et à côté de ça aussi, j'ai la chance aussi, entre guillemets, pour pouvoir m'exprimer sur ce sujet, d'habiter face à un quartier où il y a des grands bâtiments qui ont pignon sur mon pavillon. Donc croyez-moi, oui, moi je pars du principe que donner les outils à la population, c'est cela. C'est-à-dire que lorsqu'on va mettre en place des projets de rénovation urbaine, on sollicitera la population, mais pour de vrai, il y aura une réelle co-organisation. Il faut arrêter à un moment donné de vouloir penser à la place des autres, surtout en souvent. Alors, il y a aussi un point, vous parlez de sécurité. Pour tout ce qui est vidéosurveillance, renforcement de la police municipale, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes maire en 2026, qu'est-ce que vous faites? Vous donnez plus de budget pour développer la vidéosurveillance et donner plus de moyens à la police municipale, ou au contraire, vous gelez, voire diminuez ce budget? Vous voyez la différence entre un républicain et un démocrate? Le républicain, il pense en mettant plus d'argent sur des outils qui pourraient assurer le sentiment de sécurité. Et bien un démocrate, il pense qu'il doit mettre des moyens nécessaires sur la prévention afin de ramener le sentiment de sécurité. Et je pense avoir répondu à votre question. Donc c'est mettre plus de moyens sur la prévention avec les médiateurs forcément Pas forcément les médiateurs. Quand on dit prévention, déjà, c'est de faire comprendre à tout à chacun quel est le rôle de la police municipale, quel est le rôle de la police nationale. Exemple, faire visiter des commissariats à des mamans. Car je suis sûr et certain qu'on fait visiter des commissariats à certaines mamans qui peuvent voir leur enfant aller en garde à vue et voir les conditions de la garde à vue. Croyez-moi, la maman, quand elle rentre chez elle, elle aura un autre regard de la garde à vue et je pense qu'elle prendra le sujet à bras le corps afin de faire en sorte que son enfant n'aille plus en garde à vue. Exemple, faire en sorte qu'on ait nombre de jeunes et moins jeunes qui puissent entrer dans la fonction de policiers municipaux ou policiers nationaux. Alors, à commencer par là, la prévention. Vous parliez de police nationale et je rebondis là-dessus. Il y a un projet d'implantation d'un nouveau commissariat au quartier particulier. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis pour. Vous êtes favorable à cette... Lorsque la gauche, avec Gérard Segura, voulait implanter ce grand commissariat pas très loin du Bricoman. Oui, juste à côté de chez moi. Voilà. Et moi, je pense que c'était un très bon site. C'était un très bon site, mieux que celui qui est proposé aujourd'hui. Je ne sais pas où il est proposé à ce jour, mais peu importe, à partir du moment qu'il y a l'idée de donner des meilleures conditions de travail à des policiers afin qu'ils puissent répondre aux exigences qu'amènent les villes comme Aulnay-sous-Bois, moi je suis pour. Car lorsqu'on voit les conditions de travail des fonctionnaires à qui j'amène tout mon soutien
dans les quartiers sud de la ville d'Onissoubor, ça fait peur. Vous êtes déjà allé dans le commissariat de la ville d'Onissoubor? Dans quelles conditions ils travaillent? C'est intolérable. À un moment donné, on ne peut pas pointer du doigt certains agissements de certains policiers, pour moi qui est une minorité dans l'institution policière, raciste, délinquant ou soit haineux, mais à côté de ça, ne pas leur donner les moyens afin qu'ils puissent travailler dans des bonnes conditions. Car moi, je ne fais pas de la police une communauté à part entière. Ça reste des fonctionnaires d'État. C'est des fonctionnaires, point barre, c'est un travail. Au même titre que le responsable d'antenne jeunesse, c'est un fonctionnaire territorial. Au même titre qu'une infirmière, c'est une fonctionnaire hospitalière. Point barre. Il ne faut pas... C'est ça que moi, je combats chez la gauche chez la gauche républicaine. C'est rentrer dans des débats identitaires, parfois même créer une identité sur la fonction du policier. J'en peux plus de ce genre de communication politique qui ralentit la cohésion nationale. Alors, il y a aussi un sujet important, c'est un peu abscon pour les Olnésiens, mais quand on regarde les courbes, ça interpelle. La dette de la ville. La dette ne fait qu'augmenter. Il y a le taux d'intérêt a augmenté. Vous savez que dans la ville d'Aulnay-sous-Bois s'est endettée également avec des prêts, des emprunts à taux variable. Donc la situation va de mal en pis, si je puis dire. En 2026, quels seraient, vous, dans votre programme, les moyens pour endiguer ce fléau de la dette? Revoir totalement le fonctionnement des administrations de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Mais totalement. Baisser la masse salariale, mais drastiquement. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des fonctionnaires, pour la plupart, travaillent depuis de nombreuses années au sein de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Ils ont des idées à revendre. Ils ont des idées afin de faire en sorte, ne serait-ce de faire baisser les charges liées au fonctionnement des services, qu'on les écoute. Qu'on les écoute. Car quand on regarde bien, la plupart des projets qui ont été mis en place, qui ont fait en sorte de creuser la dette, c'est juste des projets pour dire qu'on met en place des projets. Mais réellement, il n'y a eu aucun impact bénéfique dans le cadre de vie des Olnésiens, notamment dans les quartiers sud. Car moi, à titre personnel, lorsque je me balade dans les quartiers sud, moi j'ai mal au cœur. On voit une prolifération de marchands de sommeil. Il n'y a aucune cohésion, il n'y a aucun projet pour faire en sorte que les personnes puissent, ne serait-ce apprendre à se connaître. Chacun vit dans sa petite case et, comme on dit chez nous, soyons tous unis, mais Dieu pour tous. Non, c'est faux. À un moment donné, il faut remettre l'église au milieu du village. Et moi, je pars du principe que pour déjà diminuer la dette d'une ville, il faut déjà diminuer le fonctionnement des services publics. C'est-à-dire en termes de charges financières. Alors, parlons, même si c'est une goutte d'eau dans l'océan, de charges financières, les indemnités des élus. Alors, ça avait fait polémique en 2008-2009 quand Gérard Segura avait augmenté les indemnités des élus et de lui-même par rapport à la municipalité de Gérard Gaudron. Dans l'équipe de Bruno Béchiza, il y a une légère diminution des indemnités des adjoints, mais la première adjointe a des indemnités énormes, cumulées avec son poste de conseillère départementale. Et les indemnités de Bruno Béchiza dépassent, selon les informations qu'on recueille de droite à gauche, et je mets toutes les précautions d'usage, plus de 10 000 euros. Vous êtes maire, qu'est-ce que vous faites? Vous gardez ces indemnités telles qu'elles sont ou vous appliquez vous-même une réduction pour donner, entre guillemets, l'exemple aux Olnésiens? Moi, je pense que ça, c'est des débats de gauche républicaine. C'est-à-dire tout ramener à ce que l'on gagne par mois. Les Olnésiens, par rapport à ce que je connais, ils n'en ont rien à cirer combien gagne Bruno Béchiza, combien gagne Marie. Ah non, ça c'est faux. Moi, je parle des Olnésiens que je connais, madame. Oui, mais je peux vous dire que non, il y a une partie des Olnésiens en tout cas qui n'en ont pas rien à faire. Parce qu'ils ont le sentiment que c'est abusif. Oui, la gauche républicaine, et je dis, c'est de terminer mes propos, c'est dans le sens c'est que les Olnésiens que je connais, que j'accompagne au quotidien, notamment dans les quartiers nord de la ville d'Aulnay-sous-Bois, par rapport aux problèmes qu'ils vivent au quotidien, ont vraiment rien à cirer de combien gagne Bruno Béchiza et combien gagne Madame Maroun. Oui, ceci dit, l'argent qui est mis dans les indemnités pourrait être investi ailleurs, et notamment dans des projets pour les quartiers nord, par exemple. Oui, bien sûr, moi, sur ça, on est sur la même longueur d'onde. Mais je répondais juste à la question de monsieur. Dans le sens, c'est qu'aujourd'hui, les problématiques qu'ils vivent dans leur quotidien les amènent déjà à vouloir avoir des élus qui soient sur le terrain, qui fassent leur travail. Ouais. C'est-à-dire aujourd'hui, je vous promets sur ce que j'ai de plus cher, que Bruno Béchiza, Madame Maroun, ils auraient eu un réel projet de développement de notre ville, car il n'y a pas de projet de développement dans notre ville. Il y a
un fonctionnement qui est déjà établi depuis de nombreuses années et qu'il ponce à coups d'euros, mais il n'y a pas de réflexion à comment faire en sorte qu'on puisse vivre ensemble, faire ensemble, avoir des développements qui permettent à tout un chacun de pouvoir s'émanciper et se dire que s'il a une problématique, il a juste à aller à la municipalité et peut être accompagné comme il se doit. C'est ça le rôle d'une municipalité. Ça n'existe pas aujourd'hui en Oulé-sous-Bois. Tout simplement. C'est ça que j'essaie de faire comprendre. Mais ensuite, si maintenant on vient sur les indemnités du maire et des élus, forcément, bien sûr, nous, à titre personnel, on a deux réflexions. On a la réflexion de l'élu qui travaille, qui veut garder son travail et qui va avoir des indemnités. Ça va être en tant que tel. Et nous, notre vision, démocrate alternative, on souhaite avoir des élus qui soient à plein temps sur leur charge. À plein temps, pourquoi? On est une ville de 85 000 habitants. On n'est pas une ville de 10 000 habitants, de 5 000 habitants où l'élu, il peut aller travailler, venir le week-end, faire ses charges d'élu. Non. Dans une ville comme Aulnay-sous-Bois, avec les enjeux de la ville d'Aulnay-sous-Bois, avec la démographie évoluante de la ville d'Aulnay-sous-Bois, on doit avoir des élus, au moins ceux qui touchent des indemnités, à plein temps. Donc si nous, aujourd'hui, on doit avoir une réflexion d'alternative, on peut faire avoir moins d'élus qui touchent des indemnités, mais qui soient présents à plein temps et avoir un salaire qui leur permette de pouvoir mettre de côté leur travail qu'ils ont pendant 6 ans et se mettre à plein temps pour les Aulnaysiens. Alors, comme aujourd'hui on peut le voir avec les députés. J'ai encore quelques questions, si vous pouvez répondre rapidement, mais c'est juste pour mieux vous cerner, que nos lecteurs puissent mieux vous cerner. Je vais vous parler de différents sujets d'actualité, de société, et si vous pouvez nous dire ce que vous en pensez. Pas de souci. Alors, premier mouvement, alors ça c'est quelque chose d'assez angoissant pour une partie, alors pas seulement de la droite traditionnaliste, si je puis dire, mais également de la gauche, ce que vous appelez gauche républicaine traditionnelle, de type Chevènement ou autre. C'est ce courant wokiste, vous savez, tout ce qui est, on faut rajouter un troisième pronom. On ne sait pas déterminer les sexes. Par exemple, à votre fille, si elle a envie de devenir un garçon, vous devriez être d'accord et laisser qu'elle devienne un garçon. Est-ce que vous, en tant que père, en tant qu'individu, en tant que responsable d'association, est-ce que ça vous fait peur? Ça vous interpelle? Peur non, car à un moment donné, il faut vivre avec son temps. À l'époque de l'Antiquité, du Moyen-Âge, du temps moderne, de l'époque contemporaine, de la mondialisation, et là on est à l'époque du populisme, on n'est pas dans les mêmes civilisations, et ça à un moment donné, il faut l'accepter. Et moi je pense que beaucoup de personnes n'arrivent pas à l'accepter. Ensuite, moi, à titre personnel, maintenant si on parle vraiment cru, moi je fais vraiment la différence entre des groupes identitaires qui se sont soulevés afin de lutter face à la répression qu'ils ont pu subir, notamment toutes les personnes qui ont une orientation sexuelle différente de la mienne. Car la répression, la discrimination qu'ils ont subie, elle est réelle. Il ne faut pas oublier les révoltes qu'il y a eu en 1969 exactement à Chicago, Karam et la Guéprade, ça c'est une réalité. Il ne faut pas oublier qu'ils se sont organisés à Yogyakarta exactement en 2006, qui a ramené une charte de 30 articles afin de protéger toutes les personnes qui ont une orientation sexuelle différente de la nôtre et des identités de genre différentes de la mienne. Il ne faut pas oublier que dans le monde, encore, il y a des personnes qui subissent des peines de mort par rapport au fait qu'ils n'ont pas une même orientation que la mienne. Et ça, à un moment donné, c'est des états de fait concrets. Ça, à un moment donné, il ne faut pas le minimiser. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, à travers ce genre de débat, on va parler de ce que vous venez de citer et on oublie le plus important. Ouais, on oublie l'essentiel. Donc moi, je ne vais même pas rentrer dans ce genre de débat inutile, car aujourd'hui, à Aulnay-sous-Bois, notamment, il y a des personnes qui vivent dans des conditions pénibles. Et croyez-moi, ce genre de débat, ils n'en font même pas attention, car ça, c'est des débats, pour moi, à titre personnel, de la gauche républicaine. Et c'est pas, je ne suis pas un républicain, et notamment pas un gauche ou un gauchiste. Alors, deuxième sujet, alors là, c'est plutôt la droite identitaire, alors, ça se voit peut-être à Aulnay-sous-Bois, dans certains quartiers. D'ailleurs, il y avait des migrants qui s'étaient installés dans les quartiers nord que vous aviez rencontrés, il me semble-t-il. Oui, des Français de fait, on appelle ça. Il y avait un Afghan en fait. Des Français de fait, on appelle ça. Voilà. Selon eux, selon la droite identitaire, il y aurait un flot d'immigration incontrôlé qui pourrait mener la société française, tant sur le plan économique que sociétal, à sa perte. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces personnes-là? C'est qu'en France, on a la liberté de penser et la liberté d'expression. À partir du moment qu'ils n'enfreignent pas la loi, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Moi, je serai la dernière personne dans ce bas monde à leur imposer une vision de pensée, car c'est ce que je combats.
Dans une démocratie, chacun a le droit de s'exprimer, chacun a le droit de s'organiser, tant qu'il respecte la pyramide des normes, tout simplement. La pyramide des... La pyramide des normes, c'est-à-dire la loi. D'accord. Car quand on dit la loi, en règle générale, en France, on ne s'arrête que sur les textes législatifs, c'est-à-dire le code pénal, le code civil, le code administratif. Et lorsque moi je parle de la pyramide des normes, je parle vraiment du bloc constitutionnel et des traités internationaux. Car le bloc constitutionnel, en règle générale, protège les droits naturels, c'est-à-dire le droit d'avoir une religion, le droit d'avoir une identité de genre, le droit de critiquer les fonctionnaires et tout ce qui s'ensuit, le droit d'assigner des politiques devant la Cour de justice de la République, bref, les droits naturels. Et les traités internationaux, en règle générale, traitent du savoir-vivre ensemble et du faire ensemble. Car la plupart émanent après la Seconde Guerre mondiale, notamment à travers la Convention de la sauvegarde des droits de l'homme et des êtres humains, car c'est très important à un moment donné de... Parce que quand on dit homme, on pense qu'aux hommes, car on reste dans des systèmes patriarcals, alors que lorsque nous on dit humain, on englobe les femmes et les hommes. Donc voilà. Donc partir de ce postulat-là, moi je suis... Oui. Chacun doit vivre comme il a envie de vivre, tant qu'il respecte son environnement, tant qu'il respecte la loi. Alors, la retraite à 64 ans, qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, ça, c'est des faux débats. Faux débats? Pour moi, à titre personnel, c'est là que même ça me fait terriblement peur. Car vous pouvez voir, par exemple, sur ma page Facebook, j'ai fait aucune publication par rapport à ce genre de débat. Car moi, je suis très pragmatique, je vis aujourd'hui. Et peut-être c'est le fait d'avoir grandi aux 3000, mais nous, depuis de nombreuses années, on s'est toujours dit qu'on n'allait jamais avoir de retraite. Voilà, c'est pour ça, parfois on a dû faire des choses qu'on regrette aujourd'hui. Mais nous, on n'a jamais compté sur un système étatique pour pouvoir subvenir à nos besoins après nos années de travail. Et surtout, c'est que aujourd'hui, pour moi, c'est plus un débat politico-syndical qu'un sujet de société. En tant qu'individu, autre sujet important et récurrent, la guerre en Ukraine. Est-ce que vous pensez que la position française est la meilleure selon vous, c'est-à-dire soutien aux Ukrainiens, envoi d'armes, et également donc, sanctions économiques contre la Russie, ou est-ce que vous pensez qu'on est allé trop loin? Moi, je pense que la France, notamment portée par Jacques Chirac, et même Charles de Gaulle, mais plus Jacques Chirac, a toujours été dans la neutralité, a toujours été dans la bienveillance et essayer surtout d'unir des personnes qui ne peuvent pas être unies. Et malheureusement, aujourd'hui en France, vu qu'on a notre oncle qui s'appelle les États-Unis, qui nous pousse, qui nous amène à être sur la surenchère, et au final, on voit très bien que c'est la majorité silencieuse qui paye le prix cher. La preuve, moi, chez moi, j'ai pas de chauffage. Elle est la réalité. Et que, malheureusement, à avoir des prises de position sur des faits à l'échelle internationale, nombre de personnes aujourd'hui s'instruisent qu'à travers les canaux médiatiques classiques, ne vont pas aller plus loin, comprendre comment fonctionne la géopolitique, comment aujourd'hui on est en train d'établir un nouveau ordre mondial, comment les pays asiatiques, quand on regarde bien dans les 10 pays les plus puissants du monde, on a facile 6 pays qui viennent de l'Asie. Aujourd'hui, les forces se déplacent vers l'Est. Et que ça, c'est des réalités. Et que ce soit la Russie, que ce soit l'Inde, que ce soit la Chine, que ce soit l'Arabie Saoudite, que ce soit même l'État d'Israël, aujourd'hui, commence à avoir une réelle force qui fait que tous les pouvoirs vont vers l'Est. Et moi, à titre personnel, je suis un révolutionnaire qui lutte à l'échelle locale, à l'échelle territoriale. D'abord, je m'arrête à mon pays et en bas de chez moi, c'est déjà la guerre. Je peux être plus clair, c'est-à-dire la guerre intellectuelle. C'est-à-dire nombre de personnes, malheureusement, vivent dans leur chez-soi comme s'ils sont dans des pays de l'Est comme l'Ukraine. Mais c'est juste pour mieux comprendre votre avis, mieux vous... Bien sûr, on est là pour ça. Et ça fait même plaisir d'y répondre. Alors, autre sujet qui me vient à l'esprit, l'Afrique et la France-Afrique. La France avait des bases, a commencé à se retirer de certains pays comme le Mali. Là, on se voit qu'au Burkina Faso, il y a eu un appel du pays à ce que les Français, les forces françaises quittent le territoire au nom de sa souveraineté. On voit quand même qu'il y a une milice, une société en tout cas paramilitaire qui s'appelle Wagner, qui est hébergée en Russie, qui est là où les Français partent. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous dites finalement il vaut mieux que les Français restent parce que Wagner c'est pire, ou vous dites les pays africains sont libres de choisir leur destinée et puis advienne que pourra? Remplacer Paul par Jacques,
Pour moi, titre personnel, c'est pas ma tasse de thé, car je suis un révolutionnaire démocrate. Je pense que vous l'avez très bien compris. Oui. Donc moi, je pars du principe que ni la France, ni la Russie doivent dans un pays s'installer, surtout avoir des bases militaires. Jusqu'à preuve du contraire, en France, on n'a pas des bases militaires maliennes, on n'a pas des bases militaires russes. Jusqu'à preuve du contraire. Moi, je pars du principe qu'un pays, il peut dire, parler de souveraineté que lorsqu'il a la monnaie que lorsqu'il a la maîtrise de sa monnaie, de son budget. Malheureusement, aujourd'hui, pour 14 pays d'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas le cas, avec le franc CFA qui est fabriqué en France. Donc, pour moi, à titre personnel, je suis tellement amoureux de l'Afrique, j'ai tellement étudié l'Afrique, que si on commence à parler de la France-Afrique, on peut parler longtemps, et notamment de Jacques Foccart. Mais ça, après, c'est une autre histoire. D'accord. Non, mais c'était juste également pour avoir votre avis. Ouais, c'est notre histoire. Mais déjà, en gros, tout ça pour vous dire que, pour moi, pour le problème à l'envers, le vrai problème de l'Afrique, ce sont les Africains. C'est-à-dire les élites africaines. Tant que les élites africaines ne vont pas redonner la souveraineté populaire à la population afin de réellement produire chez eux, faire en sorte que les richesses ne soient plus exploitées par des dominants, par des républicains, croyez-moi, l'Afrique ne sera jamais émancipée. Et comme moi j'ai coutume de dire, je suis français. Je suis français. J'ai des origines africaines, je suis attaché à mes origines africaines, mais je suis français. C'est-à-dire je pense français, je réfléchis français et je lutte en France. Car beaucoup de personnes m'ont fait la réflexion, oui mais Adama, tu ne parles pas beaucoup de l'Afrique, tu ne parles pas beaucoup de tes origines, tu n'es pas un panafricain. Je dis non, je suis un français. Je lutte en bas de chez moi. J'habite en France, à Aulnay-sous-Bois dans le 93, et ma réalité, elle est ici aujourd'hui. Mais en fait, par rapport au contexte géopolitique, on parlait de la Russie, on parlait de l'Ukraine, on parle également de ce qui se passe au Burkina Faso. Il y a eu un coup d'État. Oui. Ce qu'on peut voir dans les réseaux sociaux, c'est qu'il y a deux courants de pensée. Il y a ceux qui disent il ne faut pas que la Russie rentre, il faut que les Français restent, et d'autres qui disent finalement les Africains, les États africains font ce qu'ils veulent. S'ils veulent qu'on parte, on part. Et s'ils veulent que la Russie, ou les Chinois d'ailleurs, viennent. Voilà. Donc c'est plutôt une question sur un sujet d'actualité majeur. Il y a le troisième courant, qui est des personnes comme moi qui luttent contre la servitude volontaire. Là, vous n'avez parlé que du courant des personnes qui sont dans cette servitude volontaire, qui pensent qu'aujourd'hui c'est normal que tu as l'État chinois qui va venir s'implanter en Afrique, tu as l'État russe qui va venir s'implanter en Afrique, et tu as des personnes comme moi qui disent non. On veut réellement une souveraineté populaire, que les Africains, pas que, l'Amérique latine, l'Asie, que le peuple puisse s'organiser comme nous le fait nous en France, afin de créer vraiment un projet alternatif, car nous sommes des altermondialistes, et ça c'est une réalité. Et que des personnes comme moi, en France, luttent afin d'émanciper la majorité silencieuse des quartiers comme des villages, afin de créer un pouvoir démocratique ascendant, avec des systèmes, avec du moins des institutions démocratiques, et sortir de la tutelle d'un président ou d'un roi déguisé en président. Il n'en existe dans les quatre coins du monde, notamment en Afrique. Et c'est le troisième courant que vous avez oublié de citer. D'accord. Alors, le mot de la fin. Si vous deviez vous présenter votre programme, parce qu'on va s'arrêter sur ce point important, 2026, même si c'est encore loin. Ah non, pour nous c'est demain. Pour nous c'est demain. Donc, qu'est-ce que vous pourriez dire aux Aulnaysiens pour vous rejoindre, pour être derrière vous, pour bâtir Nouvelle-Aulnay peut-être, je ne sais pas. Bien sûr. On vous donne en fait carte blanche sur le mot de la fin, ce que vous souhaitez dire à nos lecteurs. Le mot de la fin, par rapport aux Aulnaysiens, c'est voter pour moi, c'est voter pour vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la chance d'être dans une belle ville qui s'appelle la ville d'Aulnay-sous-Bois, qui a une histoire juste riche et magnifique. On a assez de fonctionnaires, qu'on a plus de 2000 fonctionnaires, afin de faire en sorte que chaque Aulnaysien, lorsqu'il va solliciter la municipalité, puisse être entendu et accompagné comme il se doit. Malheureusement, aujourd'hui, à Aulnay-sous-Bois, on n'a pas cette cohésion qui fait qu'on peut faire corps et vraiment être une lumière pour le territoire national. Car en France, il y a 35 000 villes et communes, et Aulnay-sous-Bois est quand même la 50e ville de France, et ça, je tiens vraiment à le marteler, car beaucoup d'Aulnaysiens ne savent pas, ne connaissent pas la force de notre ville. Et moi, j'espère vraiment que ceux qui veulent me rejoindre ne viendront pas me rejoindre moi, viendront s'accaparer le projet, car avant toute chose, ce n'est pas un programme, c'est un projet. C'est un projet de société à l'échelle locale. Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? Qu'est-ce qu'on veut pour nos parents? Qu'est-ce qu'on veut pour nos futures générations? Et pour finir, je vais donner un petit exemple. C'est dans mon idée de développement et d'union,
Je suis allé à la maison de retraite qui est au bout de ma rue. Au bout de ma rue. Je suis allé les voir et je leur ai dit, voilà, moi je suis responsable associatif et j'aurais aimé qu'on puisse créer un pont entre les personnes qui résident dans cette résidence pour personnes âgées et mon père qui est à la retraite. Et j'avais l'impression de lui parler chinois. Voilà. Et il est là le problème. C'est que tant qu'on ne prend pas soin de nos parents et faire en sorte que nos parents, à la retraite, puissent voir ce qui se passe dans les quartiers sud, ce qui se passe dans les quartiers nord, au final en faire une ville unie, et ben on ne pourra jamais, mais on ne pourra jamais avoir une ville digne de ce nom. Et nous, le mouvement La Révolution est en marche, par le biais de notre projet politique, c'est ce qu'on va porter lors des élections municipales de 2026. Et vous savez, je vais faire une confidence. Quand on dit on va reprendre notre ville, c'est pas prendre notre ville, on ne veut pas être le chef. Je ne veux pas être le chef à tout prix. Car une personne qui veut être le chef à tout prix, ne le suivez jamais. Car le jour qu'il est chef, il oublie tout le monde. Nous, on sait qu'on va passer le premier tour. À partir du moment où on passera le premier tour, on sera une réelle opposition dans cette ville. Si les Amnésiens décident de s'unir, qu'on revoit même on peut même changer. Nous, on n'est pas dans la figure qui va être le maire, qui va pas être le maire, on s'en fout de ça. Le plus important, c'est le projet. Si les Amnésiens de différentes sensibilités politiques veulent rejoindre ce projet humaniste, émancipateur, qu'il en soit ainsi. Si les Amnésiens veulent juste nous permettre d'être une opposition, qu'il en soit ainsi. Mais que nous soyons dans l'opposition ou dans la majorité, pour nous, ça sera exactement la même chose. Car à l'heure que je vous parle, et vous le voyez au quotidien sur les mails que j'envoie, nous on gagne des combats tous les jours. C'est-à-dire qu'on a commencé en 2017, il y a eu les élections de 2020, après les élections, on a toujours été là. La plupart des personnes qui ont fait les élections de 2020, on ne les entend plus. Ils vont réapparaître subitement en 2026. C'est vrai. Voilà. Et là, la réalité, monsieur. Tout à fait. Et beaucoup de personnes sous-estiment la majorité silencieuse. Beaucoup de personnes disent, ouais, mais les personnes qui soutiennent Adama, ils ne votent pas. Ils ne votent pas. Ne sous-estimez jamais la majorité silencieuse. Ne sous-estimez jamais les Amnésiens. Les Amnésiens sont éveillés politiquement. Contrairement à beaucoup de villes, ne serait-ce à Saint-Denis, à Bobigny, vous voyez, il n'y a pas la même conscience politique que nous avons, nous, à Aulnay-sous-Bois. Et vous verrez en 2026. En 2026, j'aurai 42 ans. Là, j'ai que 38 ans, je suis très jeune. J'aurai 41 ans. Donc, une personne qui sait que la personne qui prétend être le premier magistrat de la ville a plus de 40 ans, à 9 ans de lutte au quotidien sur le territoire national, c'est-à-dire un bilan, croyez-moi, monsieur, il n'y en a pas 100 000 en Aulnay-sous-Bois. En tout cas, merci pour votre temps et votre interview et voilà, tous nos vœux de réussite. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir.